Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. La pensée positive, est-ce que ça marche ? Les dernières découvertes en neuroplasticité et en épigénétique le prouvent. Non seulement le cerveau adulte conserve son potentiel plastique tout au long de son existence, mais notre mode de vie et nos pensées influencent le développement de nos gènes. Nous avons donc le pouvoir de nous reprogrammer pour améliorer notre vie. Comment ? En identifiant les fausses croyances qui nous paralysent et les pensées limitantes qui nous dominent. En éloignant les personnes toxiques, en laissant libre cours à la gratitude et surtout en construisant notre propre discours intérieur positif. Alors, êtes-vous prêt à libérer votre potentiel ? Chromosome B. Francky Perez, vous êtes franco-américain, vous êtes né en France, vous vivez la plupart du temps aux États-Unis, vous êtes titulaire d'un MBA, diplômé du MIT en marketing digital, vous êtes notamment formé en intelligence émotionnelle et en logothérapie, on va voir dans cet entretien de quoi il s'agit. Votre parcours vous a souvent amené à côtoyer et à œuvrer dans le monde des médias et de la musique, et vous publiez donc ce premier livre aux éditions Henrik B, Le pouvoir de soi. Francky Perez, bonjour. Bonjour Silvano, merci de m'accueillir. Francky, vous avez ce parcours très diversifié, assez atypique. Quel est le fil rouge de votre cheminement jusqu'à aujourd'hui ? Le fil rouge, spontanément, sans réfléchir, je dirais la musique. Alors que finalement, elle n'est pas présente dans toutes les activités qui ont été les miennes, mais que ce soit animateur radio, que ce soit en tant que dirigeant d'une chaîne de télévision, que ce soit en tant que chef d'orchestre ou brièvement bras droit de Johnny Hallyday à Los Angeles, je vois finalement que c'est la musique qui est le fil rouge. On retrouve beaucoup de références dans ce livre dont on va parler tout au long de cet entretien, Le pouvoir de soi, à différents niveaux de culture. On y côtoie des grands philosophes, des grands sages, des grands concepts, y compris scientifiques, on va y venir, mais on y côtoie aussi beaucoup de références à la culture populaire. Je vais vous interroger un peu plus tard là-dessus, mais je voudrais d'abord vous demander quelle a été votre motivation et le point de départ pour l'écriture de ce livre. On va dire que ça a été le premier confinement. Ce premier confinement, il a déclenché chez beaucoup remise en question, volonté de se recentrer, cette introspection. On était enfermés entre quatre murs et finalement la notion du temps a évolué différemment. Et beaucoup ont pris conscience de notre vulnérabilité, déjà face à la maladie. Et tout ça, ça a accéléré cette quête de sens, de profondeur. J'ai pas le sentiment que c'est quelque chose que j'étais le seul à vivre, d'après les témoignages autour de moi et les témoignages dans les médias et un petit peu partout. Et du coup, le fait d'être enfermé entre quatre murs, ça a réduit en même temps toutes ces influences extérieures et cette volonté d'entraîner des changements, des nouvelles perceptions et finalement d'élever sa propre conscience. C'est un petit peu le point de départ. J'ai voulu faire tomber aussi le masque. Pour ceux qui apprécient Carl Gustav Jung, les masques, ils les appellent les personas. C'est d'ailleurs le nom qu'on donnait à l'époque aux masques que portaient les acteurs du théâtre antique. C'est-à-dire que quand un personnage voulait exprimer la joie, il y avait ce masque avec le dessin d'un grand sourire. La même chose pour la tristesse. Et à un moment donné, on a envie de faire tomber les masques. C'est-à-dire pourquoi je serais différent avec mon voisin que je le suis avec mon banquier, mon épouse, mon frère, ma sœur, être le même, retrouver une forme d'unicité dans le comportement. Et donc dans ce contexte,
j'ai voulu réévaluer finalement mes priorités et redécouvrir avec la cellule familiale, parce qu'on était tous avec notre famille entre ces 4 fameux murs, voir comment cette volonté de changement pouvait se traduire par une réalité. Alors moi j'appelle ça un sursaut de vie, un désir de plus se trahir soi-même. Pour d'autres c'est une révélation, un éveil, un déclic. Et moi dans cette démarche-là, il y a eu cette envie d'écrire. Et j'ai commencé à coucher quelques lignes, quelques pages, sans réellement penser que j'écrivais un livre. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que les choses se faisaient un petit peu naturellement. Et j'ai voulu partager ce travail, cette démarche d'une meilleure connaissance de soi et finalement d'une certaine forme de liberté à travers ce livre. Alors, comment vous le décririez justement, le pouvoir de soi, ce livre? À qui vous avez pensé quand vous l'écriviez? Est-ce que c'est une boîte à outils, une source d'inspiration, un mode d'emploi pour l'esprit positif? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu tout ça à la fois, dans le sens où je n'ai pas la prétention de dire que c'est un mode d'emploi, parce que chacun finalement a son propre mode d'emploi. Donc c'est peut-être une sorte de cadre général qui permettra à chacun et chacune de trouver son propre mode d'emploi, mais je ne me sens pas en position de vous dire vous allez faire A plus B plus C plus D et vous allez voir ça va marcher, ça va être extraordinaire, vous allez libérer votre potentiel, être la personne que vous rêviez d'être. Vous savez, aux États-Unis, ce sont des concepts très forts de motivation, des gourous d'ailleurs de la motivation, de dire vous allez devenir une personne extraordinaire. Non, pas du tout, je le dis en préambule dans le livre, c'est davantage comme si j'écrivais une lettre à un ami en fait. C'est un geste d'amitié, parce qu'à travers toutes ces années, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes incroyables, et j'ai le sentiment que nous sommes toutes et tous incroyables dans notre propre domaine. Maintenant, identifier quel est ce domaine, quelle est notre mission, c'est le travail d'une vie finalement. Et si j'ai pu, à travers les rencontres que j'ai faites, les séminaires auxquels j'ai assisté, les études, mais aussi les moments de vie, identifier quelques clés, j'avais tout simplement et très modestement envie de les partager. Francky Perez, une des toutes premières notions sur laquelle on tombe, elle est évoquée dans l'introduction, c'est celle de la neuroplasticité. Et vous parlez à l'opposé de la neurorigidité. Est-ce que vous pouvez expliquer ces notions ? Avec plaisir, d'autant plus qu'il faudra à ce moment-là parler d'un monsieur qui a été beaucoup décrié, qui est un pharmacien et psychologue, Émile Coué. Ça fait beaucoup sourire quand on parle de la méthode Coué, parce qu'on s'imagine être face à un miroir et répéter « je suis beau, je suis beau, je suis beau » comme ça pendant 5-10 minutes et on va se sentir beau à la fin. C'est extrêmement simplifié les travaux d'Émile Coué. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui les jeunes, vous leur dites la méthode Coué, ils pensent à la méthode Coé, qui est un animateur radio et télé. On l'a finalement oublié. Et je voulais le réhabiliter un petit peu à travers ces concepts de neuroplasticité, de neurorigidité. Il y a un peu plus de 100 ans, Émile Coué a écrit un bouquin, La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Et il s'est appuyé sur un concept très simple, que toute idée qui se grave dans notre esprit tend à devenir une réalité dans l'ordre du possible. Alors, aujourd'hui, ces fameuses recherches sur la neuroplasticité nous montrent finalement qu'il avait raison. Et il y a des merveilles d'adaptabilité, de flexibilité. On dispose d'un capital incroyable dont on ne soupçonne pas du tout l'étendue. Et c'est quelque part ça, le pouvoir de soi. C'est cette capacité de remodeler nous-mêmes nos propres connexions neuronales, c'est-à-dire de modifier notre cerveau, notre personnalité, nos actions et ainsi notre réalité. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on est une grande partie de la journée en mode pilotage automatique, le mode autopilote, comme je l'appelle dans le bouquin. Voilà, vous en parlez. Absolument, et on est conditionné par notre vécu, par notre entourage, par nos relations, par nos rencontres, par nos expériences, les lieux où nous nous sommes rendus. Enfin, tout ça, ça crée finalement une sorte de disque dur, neurorigidité.
Et c'est configuré dans les tissus en plastique souple de notre cerveau. Et donc la neurorigidité voudrait que on peut rien changer. Il y avait un bouquin comme ça, Tout se joue avant 6 ans, du docteur Fitzhugh Dodson, qui est encore aujourd'hui un best-seller. Et aujourd'hui, depuis ces 20-30 dernières années, la neuroplasticité nous prouve scientifiquement le contraire. On a la capacité de recréer nos synapses, nos connexions entre nos neurones et de se recréer finalement une personnalité, une réalité et de se libérer d'un carcan de facteurs autobloquants. D'autres appellent ça des empêcheurs de vivre. À nous de les identifier dans un premier temps et ensuite de tenter de les déprogrammer. C'est ça, la neuroplasticité, c'est cette capacité-là qui a été prouvée justement scientifiquement ces 30 dernières années. Par quoi ça commence, Francky Perez? Est-ce que c'est au même endroit, au même point de départ que chacun de nous, chaque individu, va aller chercher les ressources pour s'engager sur ce cheminement? Vous parlez de logothérapie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis ensuite élaborer sur ce fameux point de départ, cette première motivation? Alors la logothérapie, on ne peut pas parler de logothérapie sans parler du père de la logothérapie, son fondateur, qui est Viktor Frankl, et de son livre, petit livre par la taille mais gigantesque, que j'invite tous vos auditeurs à découvrir s'ils ne l'ont pas déjà lu. C'est découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, très rapidement, Viktor Frankl a été fait prisonnier des nazis avec sa famille, ses parents, son frère, sa sœur ont d'abord été envoyés au camp de Theresienstadt, et là où son père est mort. Et puis dans les 3 années qui ont suivi, où il a été emprisonné, Viktor Frankl a vécu dans 4 camps différents, dont celui d'Auschwitz, où sa mère et son frère ont péri. Sa femme, elle est morte au camp de Bergen-Belsen. J'insiste sur ce détail pour vous montrer l'ampleur de la tragédie vécue par Viktor Frankl, qui lui a survécu. Et dans les camps de concentration, Frankl il va constater que les prisonniers qui ne pouvaient pas s'accrocher à un espoir mouraient en premier, et ce même s'ils étaient en meilleures conditions physiques. Ceux qui étaient capables par contre d'aller puiser dans leurs souvenirs positifs, ou qui avaient eu une vie intérieure riche, eh ben, s'en tiraient mieux. Et la logothérapie, c'est considéré comme la 3e école de psychothérapie de Vienne, après celle de Freud et d'Alfred Adler. Et pour simplifier très rapidement, la psychanalyse freudienne, elle est centrée sur ce principe de plaisir, celle d'Alfred Adler sur cette volonté de puissance, et la logothérapie, elle se focalise sur le besoin de sens. Selon Frankl, lorsqu'on trouve un sens aux événements de sa vie, alors la souffrance diminue et la santé mentale s'améliore. Pour lui, l'homme n'est pas le jouet de ses propres pulsions. En tant qu'être humain, il peut choisir librement sa perspective, sa position, son attitude face à toutes ces conditions, qu'elles soient internes ou externes à son existence. Et l'inconscient chez Frankl, il n'est pas le même que celui de Freud. Il est seulement préconscient. Donc sur la base de l'importance du sens, vous savez, je vais vous surprendre avec ça, mais il y a des patients, parce qu'il était vraiment dans la réalité, le docteur Frankl, il consultait, il soignait des centaines de patients. C'est pas seulement une étude écrite sur un papier scientifique, c'est du vécu. Parfois, certains de ces patients venaient le voir en disant qu'ils étaient à bout, qu'ils ne trouvaient plus de goût à la vie. Et le docteur Frankl leur disait, les surprenant, les choquant parfois, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne vous suicidez pas. Il y avait quelques secondes de silence comme ça. Et le patient était choqué et souvent répondit « mais je ne peux pas, j'ai une fille de 14 ans ». Quelle que soit la réponse qui était donnée, c'était le point de départ du sens de la vie de cette personne à partir duquel le docteur Frankl allait construire. Le point de départ pour Viktor Frankl, c'était cette question. Pour revenir à la vôtre, le point de départ de cette démarche du pouvoir de soi, je pense que c'est un concept qui est très important, qui est la métacognition. C'est-à-dire qu'à un moment donné déjà, il faut cette volonté de changement, ce sursaut dont je parlais tout à l'heure pendant le premier confinement, cette volonté de changer les choses, de vouloir sortir d'un sérail, d'un cycle de vie finalement où
le lendemain est le même que la journée qui vient de s'écouler, qui est la même que la journée précédente. Cette volonté de changement, elle peut se traduire par cette métacognition, à savoir cette capacité, cette volonté d'abord, et capacité ensuite, de se détacher quelque part de soi-même pour penser à ce à quoi nous sommes en train de penser. Et cette distance vis-à-vis de soi-même va représenter une ouverture extraordinaire. À partir du moment où on pense, on est conscient de ce à quoi on est en train de penser et pourquoi on est en train de penser à ça. Qu'est-ce qui nous amène à penser à ça? On rentre dans des mécanismes, on identifie des automatismes un peu proches du mode autopilote dont je parlais tout à l'heure. On ne va pas devenir fou en pensant à ce qu'on est en train de penser en permanence, ça nous rendrait complètement dingue, mais faire cette gymnastique, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes par jour, de se dire je vais essayer d'être attentif aux pensées qui viennent, entre guillemets, me perturber. Parce qu'on a des pensées à la seconde, je donne les chiffres dans le livre qui sont absolument hallucinantes, on pense non-stop. Donc arriver à identifier ces pensées et voir qu'est-ce qui va trigger, qu'est-ce qui va enclencher ces pensées, c'est le début du travail. Parce qu'à travers cela, on va finalement se rendre compte quels sont nos facteurs autobloquants. Qu'est-ce qui fait que je pense tout le temps de cette manière-là? Et identifier aussi cette petite voix intérieure qui nous parle en permanence. On est habité de cette petite voix qui en permanence nous porte un jugement sur ce que l'on a dit, ce que l'on va dire, ce que l'on a fait, ce que l'on va faire. Et arriver à dissocier cette voix intérieure de soi-même, c'est, je pense, là le point de départ de la démarche. Chromosome B. Francky Perez, vous évoquez tout au long du livre tout un tas de noms qui, je le disais au début, il y a des grands philosophes, des grands chercheurs, et puis il y a aussi plein de références à la culture populaire, soit par des récits, soit par des citations. On y croise Jim Carrey, Bob Marley, Hitchcock, Michael Jackson. J'ai deux questions à vous poser. Est-ce qu'il y a un secret de réussite pour toutes ces personnes-là? C'était des créatifs, vous êtes créatifs vous aussi, mais vous les avez côtoyés. Est-ce qu'il y a un secret de réussite? Et qu'est-ce que c'est que le succès? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour chacun de nous? Qu'est le succès? C'est très difficile de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que d'avoir du succès? Parce que d'abord, sachant que considérer que l'on a du succès, c'est finalement identifier que l'on est apprécié par l'autre. Donc je préfère, qu'est-ce que c'est d'être heureux? Le bonheur, la joie, s'accomplir, identifier et réaliser ce pourquoi nous sommes ici. Le succès, il est difficilement quantifiable, à moins de rentrer dans le regard à travers le prisme des médias, de la popularité, du nombre de followers qu'on a sur Instagram. On essaye aujourd'hui de nous quantifier le succès par l'influence qu'une personne pourrait avoir sur une autre. D'où ces métiers d'influenceurs qui sont absolument incroyables. Moi, je pense que la réussite, le succès, c'est d'être heureux. C'est d'arriver à trouver une sérénité et d'avoir le sentiment d'accomplir sa mission sur Terre. Alors, je le vis pleinement. Moi, j'ai vécu 20 ans à ce jour aux États-Unis et le dollar est roi, l'argent est central. Donc, on va quantifier du succès à la somme d'argent qu'on a sur son compte en banque. Et c'est une erreur terrible, terrible. Vous savez, dans les maximes de nos pères, on dit l'homme riche est celui qui est heureux de sa part. Un homme qui n'a rien et qui est en train de pêcher et qui va pêcher une belle truite, s'il est dans une eau douce, eh ben, ça sera un homme heureux. Peut-être davantage heureux qu'un homme qui possède 100 poissonneries sur la planète. Donc voilà, je préfère cette notion de bonheur, de joie, de réussite. Vous évoquez à l'instant votre vie aux États-Unis. On ne peut pas s'empêcher de penser au culte de la performance, le full potential comme ils appellent ça, du bien-être, de la super forme physique, de l'estime de soi. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Est-ce que dans votre expérience, ce sont des notions qui sont très fortes en France aussi? Et est-ce que ce sont des notions valables ou ça fait partie du Disneyland propre à la culture américaine?
Et moi, je suis dans le Disneyland du Disneyland, parce que je suis pas seulement américain, je suis californien. Donc là où on est en plus au summum du culte, pas seulement de la performance et de la réussite, c'est ce que j'apprécie beaucoup en Californie, on est aussi dans le culte du bien-être. Et c'est quelque chose qui est déjà plus nuancé. Des vraies différences. Je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à cette notion de full potential et de performance, parce que je trouve que justement, on parlait tout à l'heure d'identifier les facteurs bloquants à la libération de sa personnalité et de son potentiel. Je pense que justement, à vouloir trop insister sur la libération de son full potential, comme vous dites, eh bien, je pense que ça devient une limite en soi. C'est très dangereux. C'est un petit peu comme la notion, je parle des personnes toxiques qu'il faut éviter dans le livre. Et c'est le prolongement de votre question. Il faut éviter, il faut s'éloigner de toute personne que l'on considère comme étant toxique, qui vont nuire à votre bien-être, à votre positivité. Mais une chose est certaine, encore une fois, c'est une balance. Parce qu'une personne considérée comme toxique peut ne pas l'être. Le degré de toxicité est variable. Il ne faut pas considérer qu'une personne qui a la capacité de nous mettre en colère plus qu'une autre est forcément une personne toxique. Parce que cette personne qui a la capacité de nous mettre en colère, finalement, c'est un cadeau sur notre chemin. Parce qu'elle va nous permettre d'identifier ces déclencheurs de colère chez nous et nous permettre de faire le travail. Donc, encore une fois, tout est nuancé. Il n'y a pas de vérité universelle. Je pense que chacun va découvrir sa propre balance, son propre juste milieu pour identifier les bonnes personnes, les bonnes attitudes, et aussi ne pas rentrer dans cette notion de gourou de l'automotivation américaine que je dénonce. Je veux en aucun cas m'apparenter à ce travail-là. Moi, simplement, j'essaye à travers la découverte de moi-même et de certaines clés, comme je vous le disais en préambule, de partager un certain nombre de choses qui s'avèrent extrêmement efficaces, à savoir les affirmations positives, l'importance du moment présent, la pensée positive. Tout ça, ce sont des concepts extrêmement forts. Et finalement, je les retraduis à travers les personnalités que j'ai rencontrées. Vous demandiez quel était le dénominateur commun entre toutes ces personnalités qui ont connu du succès. Vous évoquez, j'ai eu la chance de croiser Michael Jackson, Stevie Wonder, Jim Carrey, Bruno Mars, donc des artistes dans le monde du show business, et aussi de près Johnny Hallyday. Il y a quand même un dénominateur commun, c'est que leur pensée positive, ça va plus loin que la simple pensée. Je prends l'exemple dans le livre de Jim Carrey et de sa capacité à se visualiser, à se projeter. Jim Carrey ne dit pas « je veux être un grand acteur, je veux être une star à Hollywood ». C'est pas seulement ça. Il le matérialise en s'écrivant un chèque de 10 millions de dollars. Il le matérialise en fixant une date, Thanksgiving 1995. Et donc il le visualise et il s'imprègne, il se met dans la peau réellement d'une star d'Hollywood et il vit tel quel. Et sans vouloir rentrer dans un débat par rapport à la loi d'attraction, et je suis un peu timide sur ce sujet, on va dire, mais je pense réellement qu'il attire à lui la personnalité qu'il habite. Et ce n'est pas par hasard si Thanksgiving 1995, quelques jours avant la fête de Thanksgiving, il reçoit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur. C'est une vraie histoire, c'est une réalité, et il y en a de nombreux exemples comme ça. Cette capacité à aller au-delà de cette pensée positive. Je ne veux pas me convaincre que je pense de manière positive, je me mets dans la peau de cette personne que je décris et que je souhaite devenir, et je deviens cette personne. Avec les 10 millions de dollars ou pas, je suis déjà cette personne, dans le cas de Jim Carrey. Alors, Francky, j'ai envie de revenir à quelques phrases plus tôt dans notre entretien. C'est l'idée du sens de la vie, la logothérapie, c'est-à-dire le sens de la vie de Jim Carrey était tout à fait clair. Il a un don qui est extrêmement fort, extrêmement clair. Donc, il avait son outil principal entre les mains. Je voudrais quand même préciser que votre livre, Le pouvoir de soi, fait une multitude de propositions, et chacun pourra trouver un sens plus proche à certaines propositions. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui, face à des injonctions, fais ceci, fais cela, peuvent se retrouver encore limités, mais moi j'ai peur que ça ne marche pas pour moi. Comment on débloque ça ?
Je pense que finalement, la réponse à cette question, Sylvano, c'est comment faire face aux doutes. On a parlé tout à l'heure en début d'entretien de cette volonté de changement. Et à partir du moment où une personne a la volonté de vouloir changer, évoluer, forcément les forces du doute vont l'assaillir et ça fait partie du travail. Alors comment lutter face aux doutes? On le disait tout à l'heure, en identifiant ces fameux facteurs bloquants, ces amplificateurs de doute finalement, on va se mettre en mode combat face à eux. Et c'est ce que je propose à travers ce livre, à travers également une application pour mettre les choses en pratique, c'est d'identifier, selon les thématiques, qu'il s'agisse de développer l'estime de soi, développer sa créativité dans le domaine de la réussite financière, professionnelle, la qualité de vie, la santé, le bien-être, les relations de famille, selon les situations dans lesquelles on se trouve et auxquelles on doit faire face, développer un discours intérieur positif. Et le mode d'emploi, ou disons l'aide que je souhaite apporter à travers ce livre, c'est d'une part, dans un premier temps, l'explication de tous ces phénomènes et ces méthodes existantes, et également un guide des affirmations positives en fin d'ouvrage qui permet de gagner du temps pour créer le cadre des affirmations positives nécessaires pour reformater une attitude positive face à ces doutes et face à ces interrogations. Chromosome B. Il y a, Francky Perez, dans Le pouvoir de soi, un pont entre la spiritualité, la psychologie, les neurosciences, et c'est là que je voudrais en arriver pour doucement aller vers la fin de cet entretien. Vous parlez d'épigénétique, de physique quantique. Qu'est-ce que la science peut nous apprendre sur notre capacité à être heureux ? Alors c'est très intéressant, j'ai retenu une définition de Christian Boiron, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La source du bonheur, et il décrit le bonheur, mais avec les mots d'un scientifique. Christian Boiron nous dit que le bonheur, c'est un état physio-psychologique qui caractérise le bon fonctionnement de l'organisme, et il traduit en particulier l'harmonie, il nous dit, entre les deux parties du cerveau dotées d'un pouvoir de décision. Il y a le limbique d'un côté et le néocortex de l'autre. En d'autres termes, le cerveau des automatismes et celui de la réflexion personnelle. Et j'ai toujours été passionné de voir comment scientifiquement on explique des phénomènes qui nous semblent naturels. Et donc, il y a d'un côté l'apport spirituel. Je fais référence à de nombreux ouvrages ésotériques, spirituels concernant l'âme, la pensée. Et en même temps, il y a cette explication scientifique qui me passionne. Et je suis toujours scotché quand je lis, par exemple, que des chercheurs récemment de l'université de Sussex ont montré que quand on s'expose à la couleur bleue, cela augmente la confiance en soi. Ça supprime le stress, ça stimule le bonheur. Et ils nous montrent ça, ils nous le prouvent scientifiquement avec des électroencéphalogrammes. Il y a encore le neuroscientifique Richard Davidson, qui est à l'université du Wisconsin, qui nous dit que quand on travaille avec un objectif précis, ça sert non seulement à activer des sentiments positifs, mais aussi à supprimer des émotions négatives. Et là, il le prouve avec des schémas, avec des IRM. Un dernier exemple, c'est le docteur, vous connaissez Deepak Chopra, qui nous donne des clés pour être joyeux et qui nous explique que maintenir la neutralité, c'est le meilleur moyen de rester heureux. C'est-à-dire qu'on peut gagner jusqu'à 99%, c'est lui qui donne ce chiffre, de notre énergie psychologique et se sentir plus heureux si on arrête de défendre en permanence son point de vue. Donc j'ai toujours été fasciné par les études scientifiques qui nous démontrent, donc preuve à l'appui, avec des chiffres, des équations, des images, des sentiments, des résultats, comme la confiance de soi, l'estime de soi ou autre. Et je suis, et on le sent à travers le livre, puisque je bascule entre des exemples spirituels, des exemples psychologiques et des exemples scientifiques. Et je ne pense pas qu'il faille faire partie d'une seule de ces écoles. J'ai le sentiment que finalement, l'être humain, c'est comme un diamant. Et il y a toutes ces facettes, et que l'on peut comprendre certaines facettes à la lueur des enseignements de la psychologie, de la science et bien sûr de la spiritualité.
Notre époque est assez chamboulée, elle est très vive, très vivace et en même temps elle est pleine de vents contraires, avec beaucoup de peur à dépasser dans les défis qui nous sont mis sur la route comme ça. À quoi, selon vous, faut-il être le plus vigilant pour maintenir ce pouvoir de soi et le développer ? Alors, vous l'aurez constaté, Sylvanos, dans ce livre, je m'adresse à tout le monde, un public croyant et non croyant. Mais pourtant, il y a cette cohérence de la reconnaissance de quelque chose au-dessus de soi, supérieur à soi. Et je pense que c'est un point d'ancrage très important qui peut donner et nourrir la volonté et donner des forces à une personne. À savoir, je prends l'exemple très simple de la gratitude, ce réflexe de gratitude le matin qui va inscrire la positivité dès que l'on ouvre les yeux. Et le fait de remercier, tout simplement d'ouvrir les yeux, de respirer, de pouvoir se mouvoir. Cette gratitude, ça peut être merci à sa bonne étoile, ça peut être merci à Dieu, ça peut être merci à ce que l'on reconnaît comme étant supérieur à soi, au-dessus de soi. Et je pense que cette force-là, elle est indispensable dans un chemin de vie. Francky Pérez, vous avez aussi mis à disposition une application. Je voudrais, avant de vous poser ma toute dernière question, dire quelques mots sur l'application, comment on l'utilise, comment on la trouve. Alors l'application, elle est gratuite sur Android, sur iOS et elle s'appelle Le Pouvoir de Soi, tout simplement. Une fois que vous la téléchargez, il y a une petite vidéo de 4-5 minutes qui explique très clairement son fonctionnement. Pourquoi une application ? C'était finalement pour moi le prolongement naturel de ce guide des affirmations positives qui clôture le livre. Je suis parti d'un constat simple. Vous tapez sur YouTube affirmations positives et la thématique que vous souhaitez, vous allez tomber sur une musique très zen avec des affirmations positives selon la thématique que vous choisissez. Mais c'est une personne qui vous parle. Vous écoutez une autre personne que vous-même. Vous dictez finalement ces affirmations positives. Or, dans la logique de ce dont on a parlé, l'idée c'est que votre propre voix intérieure, finalement, vous prononce ces affirmations positives. Donc, la particularité de l'application, c'est de pouvoir vous permettre d'identifier, de construire un programme d'affirmations positives, de les sélectionner selon différentes thématiques et de surtout les enregistrer avec votre propre voix. Et qu'ensuite, avec la musique d'accompagnement avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, programmez avec des rappels, une fois, 2 fois dans la journée, 5-10 minutes, où vous écoutez tout en vaquant à vos occupations, votre propre voix, prononcer ce discours positif. Et donc vous l'appropriez puisque c'est votre voix, c'est vous, et c'est tout l'objet de cette application. Le pouvoir de soi, Francky Pérez, vous publiez ce livre aux éditions Henrik B, un livre de référence, d'inspiration. Et inspiration, je voudrais qu'on finisse cet entretien sur une phrase, une citation qui pourrait caractériser votre relation au monde, votre philosophie de vie, peut-être l'une des très nombreuses citations que vous proposez dans votre livre. Difficile de choisir parmi ces citations, j'en choisirai 2 si vous me le permettez. La première et la dernière. La première, c'est quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Et c'est une phrase de Lao Tzu qui est extrêmement forte. Et puis la dernière, elle est de Nietzsche. Elle est en rapport avec la musique, je vous le disais en préambule, qui occupe une place très importante. Et ceux qui ont été vus danser étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. Et je souhaite que nous-mêmes et que tous nos auditeurs puissent entendre la musique de la vie, qui est une musique merveilleuse. Francky Pérez, merci. Merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.